sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. François Cellier qui vous parle, je suis l'animateur de cette web radio. Depuis les tout débuts, ça fait 3 mois déjà. En fait, c'est l'émission numéro 16, donc ça fait 3 mois. Ça fait donc, oui, ça fait exactement 3 mois aujourd'hui même. Et donc, cette émission aujourd'hui traite de l'assurance du copropriétaire, ou l'assurance communément appelée l'assurance condo, pour employer un anglicisme. Mais vous allez voir que pendant l'émission, avec mon invité, Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la copropriété, avocat émérite. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, M. Cellier. Vous allez voir que vous allez vous apercevoir que l'assurance du copropriétaire est intimement liée à l'assurance du syndicat à plusieurs égards. Vous allez comprendre, là, ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez comprendre. On va y venir et en espérant que nous pourrons faire l'heure, je crois que oui, c'est une question d'énergie. Là, on est dans les batteries. Alors, on espère qu'il y aura assez de batteries pour mettre le cœur afin que l'émission dure 1 heure parce que vous allez voir, vous allez adorer. Alors, l'assurance en copropriété est un passage obligé, mais les choses sont devenues pénibles dans cette matière depuis plusieurs années. On va vous dire pourquoi, vous en avez une idée. Ceux qui sont à l'écoute, parmi ceux qui sont à l'écoute, certains doivent avoir une bonne idée du pourquoi. Sachez par ailleurs que l'assurance condo deviendra obligatoire pour tous les copropriétaires sans exception à compter du 15 octobre 2020. Mais voilà, le nouvel article 1074.2 du Code civil du Québec, issu de l'adoption du projet de loi 141 en décembre 2018, projet de loi 141 qui a réformé l'assurance en copropriété, est en contradiction directe avec cette future obligation d'assurance. Et Maître Jolicoeur va vous expliquer pourquoi. Et c'est là que je redis que l'assurance du copropriétaire est intimement liée à l'assurance du syndicat. Les deux doivent s'arrimer ensemble à certains égards, sinon ça peut aller mal. Alors, notre invité, je le répète, Maître Yves Jolicoeur, avocat émérite en droit de la copropriété, il fait également partie du cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Il va nous parler de tout ça. S'ajoute à cette obligation d'assurance pour tout copropriétaire, le fonds d'auto-assurance qui, lui, deviendra obligatoire le 15 avril 2022. Ce fonds devra être constitué au plus tard 2 ans après son entrée en vigueur. Son montant devra égaler la plus haute franchise de l'assurance d'un syndicat, en excluant celle pour les inondations ou les tremblements de terre. Le fonds d'auto-assurance devient d'autant plus vital, encore là, intimement lié avec l'assurance du copropriétaire d'une certaine manière, en raison de l'article 1074.2. Et là, on va vous parler d'unité de référence aussi. Vous allez voir, on va tout décortiquer ça, vous allez tout comprendre. Ça semble complexe a priori, mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, parce que Maître Jolicoeur va vous l'expliquer dans un langage vulgarisé, comme il sait le faire. Alors, j'ajouterai aussi que rien ne va plus en matière d'assurance copropriété et condo au Québec. Il en va de même dans les autres provinces canadiennes. Les syndicats de copropriétaires abandonnés par leur assureur en raison d'un mauvais dossier de réclamation ne sont plus des cas d'exception. Certains d'entre eux ont la chance de pouvoir recadrer les risques, mais d'autres mordent la poussière et se retrouvent, pour ainsi dire, orphelins d'assurance, pour paraphraser Maître Yves Jolicoeur. Tout cela a un impact sur la valeur de revente d'un condo. Alors, qui voudra acheter un condo dans un immeuble qui n'est plus assuré ou dont les primes et les franchises sont si élevées que tu te dis, regarde, moi, je n'achète pas ici, je me sauve en courant, je vais acheter ailleurs. Alors, la question est là, la question, elle est entière. Est-ce qu'elle a des réponses? Oui et non. On va en parler avec Maître Jolicoeur. Je rappelle que Maître Jolicoeur a également écrit le livre, notamment, parmi les 12 livres qu'il a écrits, il a écrit le livre L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir. Également, il a rédigé des textes de doctrine dans le cadre de conférences données au barreau du Québec concernant la formation continue. Puis je rappelle que Maître Jolicoeur est l'un des grands responsables de l'adoption des projets de loi 141 et 16. Dans une certaine mesure, il a aussi joué un rôle conseil important sur le plan juridique, je ne pense pas me tromper, Maître Jolicoeur, en disant ça, afin d'appuyer les autorités gouvernementales dans leur démarche pour faire adopter ces 2 projets de loi. Mais avant d'aller dans le détail de tout ce que je viens de vous dire, je vous rappelle que vous pouvez aller sur condolégal.com, le site condolégal.com, où vous avez notamment une fiche pratique qui traite de l'assurance responsabilité civile du copropriétaire. Comment vous vous rendez là? C'est très simple.
vous cliquez sur l'onglet Assurance, ici, et vous allez dans Fiches pratiques. Et là, vous tombez sur tous les types d'assurance, dont le produit d'assurance du copropriétaire. Et là, vous avez évidemment une fiche pratique. Toutes les fiches pratiques de l'onglet Assurance ont été revisitées, modifiées en fonction de l'adoption du projet de loi 141. Alors, vous avez tout là-dedans. Assurance d'amélioration de la partie privative, assurance des biens meubles, assurance responsabilité civile, assurance complémentaire. Vous avez également une autre fiche pratique dans cette section, recours contre un copropriétaire responsable d'un sinistre. Et là, on va vous parler de ce fameux article 1074.2, la première mouture issue du projet de loi 141 adopté et la deuxième qui a été corrigée lors de l'adoption du projet de loi 41. Également, on a parlé du fonds d'auto-assurance. On va vous l'expliquer en détail. Vous avez une fiche pratique sur le fonds d'auto-assurance qui, lui, va devenir obligatoire, si je ne m'abuse, le 15 avril 2022. Et ce fonds d'auto-assurance devra être suffisant dans les 2 années suivant sa mise en vigueur. Alors, ceux qui ont des franchises de 50 000, 100 000, ça pourrait faire mal. Mais ce n'est pas fait pour faire de l'argent. Ce n'est pas pour ajouter une charge supplémentaire, une charge financière additionnelle aux syndicats. C'est vraiment pour protéger les syndicats contre eux-mêmes en devenant un sinistre. Et là, on va encore parler de 1074.2 parce que c'est intimement lié. Alors, si vous voulez consulter la bibliographie de Maître Jolicoeur, vous pouvez vous rendre sur le site web Wilson Lafleur et sa bibliographie complète apparaît. Vous devez taper le mot-clé ici, Yves Jolicoeur, recherche dans le catalogue, et vous avez tous ces ouvrages. Il en a fait plusieurs, hein? L'assurance condo, les travaux en condo. Et là, Maître Jolicoeur, comme première question, en fait, comme première information qu'il faudrait donner aux auditeurs, justement concernant ce livre, c'est de ne pas acheter la version actuelle parce que vous allez la bonifier, la revamper dans le cadre d'une nouvelle édition, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Merci, M. Sailly, de votre invitation de ce soir. Effectivement, l'ouvrage que j'ai publié il y a quelques années chez Wilson Lafleur doit être adapté à la réalité des réformes législatives en matière d'assurance copropriété. Donc, on est actuellement à l'œuvre pour le faire. Et si tout va bien dans l'écriture, nous devrions être en mesure de lancer l'ouvrage dès le mois d'octobre prochain. Évidemment, on a retardé la chose parce qu'il y a eu, et je pense que c'est important que l'auditoire le sache, de nombreuses réformes en matière d'assurance copropriété. Je les rappelle quand même, c'est important. Le ministre Laitao a présenté le projet de loi 141 en juillet 2018. Enfin, en juin, je crois, en juin 2018, à la veille des élections provinciales. Cette pièce législative est venue modifier tout le régime des assurances en matière de copropriété. On a eu par la suite une correction faite par l'actuel gouvernement, la CAQ, avec le projet de loi 41 qui est venu, dans le fond, corriger une rédaction qui n'était peut-être pas tout à fait adéquate des articles de loi. Entre-temps, on a eu un règlement qui est venu préciser la portée des obligations prévues dans le Code civil du Québec. Donc, il fallait attendre que toutes ces pièces législatives s'imbriquent avant de se mettre à l'écriture. Donc, si tout va bien, si le gouvernement ne nous sort pas d'autres pièces législatives, on devrait être bon pour le mois d'octobre prochain d'avoir un petit ouvrage de poche qui est très facile, très accessible pour le grand public. Tout ce qu'il faut savoir sur la copropriété. Il y a une série complète en matière de copropriété qui a été produite par Yves Fetneau et par moi-même, justement pour, dans le fond, démocratiser le savoir en matière de copropriété. Donc, ce livre il est également offert à un prix très raisonnable, je pense. C'est pas très cher, là. Écoutez, c'était 14,95 $. Ça se peut qu'il y ait une petite majoration en raison de l'impression, etc. Mais ça se veut des ouvrages accessibles au grand public. Je pense que c'est important que pour que la copropriété se porte bien et se vive bien, que autant les copropriétaires que les administrateurs prennent connaissance des textes de base et les ouvrages qu'on a produits, autant sur Condo Légal que sur ces ouvrages-là, c'est de la grande vulgarisation. D'ailleurs, M. Sailly, je dois quand même le signaler ce soir, a participé à la vulgarisation de ces ouvrages. Moi, je dis toujours que c'est important des gens comme vous, M. Sailly, qui prenez le temps de lire du substrat, qui vous n'êtes pas avocat, mais qui vont, dans le fond, être compris là, par
par les copropriétaires, donc des centaines de milliers de copropriétaires québécois. C'est important que tout ça se suive et qu'on ne soit pas les seuls comme avocats à y comprendre quoi que ce soit. Merci beaucoup pour la petite parenthèse. Effectivement, Yves Vaillancourt et moi-même travaillons ensemble depuis une quinzaine d'années. Je crois qu'il faut le dire, là, nous sommes appelés à collaborer ensemble sur une base presque quotidiennement. Et évidemment, je ne suis pas avocat, mais j'en ai mangé du droit de la copropriété divise depuis 15 ans. Je peux vous dire que c'est devenu familier pour moi. Hein? Évidemment, je ne suis pas avocat, je le répète. Mais, M. Leclerc, avant d'entrer dans les complexités de l'assurance en copropriété, je pense qu'on va rester collé à une réalité importante pour tous les copropriétaires qui devront s'assurer, devront obligatoirement souscrire un produit d'assurance d'ici quelques temps. Je l'ai dit tout à l'heure, ça va être le 15 octobre 2020. Tous les copropriétaires devront être assurés sans exception. On sait que la plupart des déclarations de copropriété prévoient un règlement qui oblige les copropriétaires à s'assurer et le conseil d'administration a le devoir de vérifier périodiquement que l'assurance est toujours valide, n'est-ce pas, M. Leclerc? Absolument. Puis ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'assurance du copropriétaire, elle est dans le fond complémentaire à celle du syndicat. Si vous me permettez, M. Sellier, un peu de remettre les choses en perspective, on a connu en 1994 ce qu'on appelle la réforme du Code civil du Québec, une très grande réforme qui avait été attendue depuis des décennies au Québec. Juste, je m'excuse de vous interrompre, M. Leclerc, il y a un bruit, il y a des bruits de frottement. Est-ce que c'est... J'imagine que c'est étranger à nous deux ou est-ce que c'est... Je les entends pas. Est-ce que c'est toujours présent? Pour l'instant, là, ça ne l'est pas. Tout va bien. Bon. Désolé d'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Donc, en 1994, c'est la grande réforme législative du Code civil du Québec et que, compte tenu que les dispositions du droit de la côté sont enchâssées dans le Code civil, on est venu réformer le Code des dispositions en matière de côté divise. Et dans les grandes annonces gouvernementales de l'époque, c'était de créer une assurance collective pour l'immeuble, c'est-à-dire que le syndicat des copropriétaires assure l'entièreté du bâtiment, autant les parties communes que les parties privatives. Ce qui faisait en sorte que l'assurance du copropriétaire devenait complémentaire essentiellement pour ses applications. Là, je parle du volet de l'assurance bien. Là, c'est important de bien placer les choses parce que souvent, on a des acheteurs de condos qui étaient propriétaires d'une maison unifamiliale. Les gens étaient habitués à assurer leur maison. Puis, évidemment, on arrive en condo, on ajoute un appartement à 400 000 ou 350 000 $, puis les gens vont automatiquement parfois assurer leur condo en termes de valeur de reconstruction pour le plein montant de l'acquisition. Alors, évidemment, ça fait double emploi. C'est pas du tout l'objectif recherché par le législateur. L'objectif recherché par le législateur, il est très simple. C'est qu'on a une personne morale, un syndicat de copropriétaires, qui, au terme de l'article 1039, est là pour assurer la conservation de l'immeuble. Et l'assurance, ça s'inscrit dans la conservation de l'immeuble. C'est-à-dire que s'il y a un sinistre, on a un produit d'assurance suffisant pour remettre en état l'immeuble et, dans le fond, pour pérenniser l'immeuble. Donc, l'assurance du syndicat, ça s'inscrit dans cette logique-là de 1073. Oui. Alors, en fait, je crois qu'il est important de faire la différence. Il y a deux produits d'assurance en copropriété. L'assurance du syndicat et l'assurance du copropriétaire qui ne couvrent pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que l'assurance du syndicat couvre toutes les parties communes en cas de sinistre, en cas de dommage, et l'assurance du copropriétaire couvre la responsabilité civile, les améliorations apportées à la partie privative, mais aussi les biens meubles, n'est-ce pas? C'est important que, justement, il n'y ait pas de chevauchement. Quand vous parlez de valeur de reconstruction, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'assureur du syndicat qui s'occupe, qui devrait couvrir l'immeuble pour la bonne valeur de reconstruction. La bonne valeur, puis sans vouloir que vous corriger, M. Sellier, le syndicat assure plus que les parties communes, il assure les parties privatives. En fait, les gens, à même leurs frais de condo, payent la prime d'assurance pour qu'advenant il y a un sinistre, un feu, un dégât d'eau ou quoi que ce soit, l'assurance du syndicat soit là pour pouvoir, dans le fond, prendre charge des travaux de réhabilitation puis assurer la pérennité de l'immeuble. Donc, évidemment, les gens vont se dire, bien, si le syndicat assure l'immeuble,
à quoi bon s'assurer comme copropriétaire? Alors, il y a une exception qui a été faite en 1994 dans le Code civil, c'est-à-dire que toutes les améliorations qui ont pu être apportées à une partie privative, ben, c'est pas à la collectivité des assurés, c'est aux copropriétaires individuellement des assurés. Et le pourquoi de cette réalité, c'est que, évidemment, si vous avez un copropriétaire qui a des goûts luxueux puis qui décide de mettre beaucoup d'argent en termes d'amélioration dans son appartement, ben c'est pas aux autres copropriétaires à payer à même leur charge commune la majoration du coût d'assurance pour ces améliorations-là. Donc, il y a une logique. C'est assez compréhensible. Tout ce qui est le volet amélioration, ben, c'est le copropriétaire qui doit en prendre charge. Ouais. Et tout ce qui est également responsabilité civile, si un copropriétaire crée des dommages à l'immeuble, c'est à lui à l'assurer. Bon, évidemment, ça, c'est dans un monde parfait où on a un produit d'assurance qui est absolument, qui couvre totalement le bâtiment. Et ce n'est pas la réalité, parce qu'on le sait, vous l'avez d'ailleurs signalé, M. Sellier, précédemment, on vit au Québec, pas juste au Québec, une réalité du monde de l'assurance où les franchises sont de plus en plus importantes. Même pire encore, on a dans certaines copropriétés des risques qui ne sont plus couverts. Pensons aux dégâts d'eau, au feu, etc. Moi, j'ai vu des immeubles, plus d'assurance pour le feu, parce que les gens avaient des foyers non conformes dans l'immeuble. L'assureur s'est dit, ben moi, je couvre plus ça. Ben, à ce moment-là, l'assurance du copropriétaire va devenir complémentaire. Elle va, en principe, remplir ce qui n'est pas rempli par l'assurance du syndicat. Donc, il y a un jeu de vase communicant. Si mon assurance du syndicat est défaillante, mais moi, il faut que mon assurance comme copropriétaire bouche les trous entre les deux. Donc, moi, je dis toujours, si vous êtes copropriétaire et vous voulez adéquatement vous assurer, la chose à faire, c'est de demander une copie de la police d'assurance à votre syndicat de la copropriété et de la remettre à votre courtier d'assurance pour qu'il vous assure de façon complémentaire. Donc, faire en sorte qu'il n'y a pas des trous qui ne sont pas couverts. C'est très, très important de comprendre. Et ça, en copropriété, les gens ne le comprennent pas. Et le rôle des administrateurs, c'est justement d'expliquer à leurs copropriétaires l'importance d'avoir un produit d'assurance adéquat et conforme à la loi. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'un copropriétaire devrait surveiller lorsqu'il souscrit une assurance du copropriétaire, là? Qu'est-ce qu'il doit surveiller pour être certain de souscrire le bon produit? Dans un premier temps, je me répète, là, tout ce qui est le volet des améliorations, ce n'est pas pris en charge par le syndicat. Et vous en avez dit ces mots. Les syndicats de copropriétaires avaient jusqu'au 13 juin dernier pour faire un descriptif de leur partie privative. Ce descriptif sert et permet à un copropriétaire de savoir si dans sa partie privative, il y a eu ou non, depuis la constitution de la copropriété, des améliorations faites. Pas juste par lui, ça peut être par ses prédécesseurs. Alors, à partir du moment où le copropriétaire, parce que je vais vous expliquer un peu comment on devrait s'assurer, le copropriétaire décide de s'assurer un acheteur, qu'est-ce qu'il va prendre en compte? Dans un premier temps, je me répète, la police d'assurance du syndicat pour voir que son produit d'assurance va combler les déficits d'assurance. Deuxièmement, il va prendre le descriptif de la partie privative, il va regarder son appartement, il va se dire, mon Dieu, à l'origine, il y avait des armoires en mélamine et ici, j'ai des armoires en chêne tigré. Donc, par la force des choses, il y a eu, à travers les années, des travaux de fait qui ont amené une majoration du coût de reconstruction. Et ça, le copropriétaire doit évaluer le coût des améliorations qui ont été faites depuis le début. Évidemment, je suis dans le volet de l'assurance bien, l'assurance du bâtiment. Donc, moi, je dis souvent en assurance, on ne magasine pas les assurances, on cherche le produit adéquat en fonction de nos besoins. C'est ça l'exercice qui doit être fait. Donc ça, évidemment, là, je suis sur le volet du copropriétaire. Là, en plus, ben, la loi, vous l'avez adéquatement signalé, M. Sellier, la loi vient de créer des obligations pour les copropriétaires d'avoir une assurance responsabilité.
Ben, en fait, ça, c'est pas nouveau. Parce que la majorité des déclarations de copropriété l'exigent déjà. La majorité des déclarations de copropriété exigent bien souvent que les copropriétaires aient une assurance responsabilité civile d'1 million, voire de 2 millions. Alors, évidemment, si la déclaration parle de 2 millions alors que la loi exige 1 million, bien, il faudra suivre la déclaration de copropriété parce que le texte contractuel peut être supérieur et jamais inférieur. En d'autres mots, si la déclaration de copropriété prévoit une assurance responsabilité de demi-million et que la loi vous en demande de 2 millions, ben, il faudra suivre minimalement les obligations prévues par la loi. J'ai deux questions, M. Lucas, posées par autant d'auditrices. La première, c'est faut-il voter un règlement pour obtenir une preuve d'assurance des copropriétaires si ce n'est pas dans la déclaration, dans le règlement de l'immeuble? La réponse est oui. La réponse est oui. D'ailleurs, M. Sellier, le cabinet, on a accompagné des centaines de syndicats de copropriétaires dans leurs unités de référence et justement, on prévoyait une disposition réglementaire lorsqu'elle n'existait pas qui permettait au conseil d'administration d'exiger, sous peine d'amende d'ailleurs, copie de la police d'assurance. Est-ce que c'est la même chose pour le CA qui par exemple, un CA, un conseil d'administration fait engager des travaux dans la copropriété, peu importe que ce soit pour une partie commune à usage restreint ou une partie commune, est-ce qu'il faut un règlement de l'immeuble pour exiger une preuve d'assurance du sous-traitant qui va venir faire les travaux? Non, parce que ça reste de la prérogative du conseil d'administration que les entrepreneurs qui interviennent dans la copropriété soient adéquatement assurés. Okay. Ce qui est important, c'est tout le volet de l'assurance du copropriétaire. Ça, là-dessus, il faut que votre déclaration de copropriété soit adéquate. Imaginez, M. Sellier, que dans votre copropriété, qui a été construite en 1990, on est l'ancien régime de loi. Ben, ouais. Tout ça, c'est devenu caduc, là. Tout ça, c'est obsolète. Là, évidemment, il faut se démêler dans le cadre des textes de la loi nouvelle, puis d'avoir les couvertures d'assurance adéquates. Alors, juste pour revenir tout à l'heure à l'assurance syndicale qui couvre les parties communes, mais qui couvre aussi les parties privatives, j'aurais dû le dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, paradoxalement, ironiquement, les parties privatives sont aussi des parties communes. Je veux dire, j'entends par là que les murs porteurs, enfin, toutes ces choses-là, c'est important que les auditeurs le sachent, qu'effectivement, l'assurance syndicale, la seule chose qu'elle ne couvre pas, ce sont les améliorations apportées à la partie privative. Et M. Leclerc, là-dessus, il y a quelque chose de paradoxal dans la nouvelle loi qui oblige les copropriétaires à souscrire une assurance responsabilité civile à partir de, on a donné la date tout à l'heure. Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que, en même temps, l'article 1074.2 fait l'objet d'une interprétation par les assureurs qui fait en sorte que pour qu'un assureur de copropriétaire paie la franchise en cas de sinistre, si le sinistre provient de son unité, le syndicat doit démontrer la faute du copropriétaire. Pourriez-vous nous en parler un petit peu de ça? C'est important que les gens comprennent. Oui, bien écoutez, ça, c'est le texte qui est sorti de 141, c'est-à-dire que on a voulu corriger un dysfonctionnement en matière d'assurance qui émanait notamment de certaines interprétations d'assureurs. On a voulu corriger des choses, mais en les corrigeant, on a, je dirais, un peu gâché la sauce. Le gouvernement, le ministre Laitao, dans son projet de loi, a produit un texte de loi, on pourra peut-être regarder plus tard, M. Sellier, où on dit que le syndicat ne peut revendiquer d'un copropriétaire les montants qui sont relatifs à la franchise, sauf s'il a commis une faute. C'était le texte de loi qui a été présenté par des libéraux. Juste que vous sachiez, ça a créé des dysfonctionnements économiques importants dans les copropriétés parce que les sinistres qui sont assez récurrents, c'est notamment les chauffe-eau qui brisent et qui finalement occasionnent des dommages dans les unités qui sont en dessous de celles du copropriétaire concerné et qui, des fois, créent des dommages importants. Dans un domaine où les franchises sont de plus en plus importantes, on vous a parlé de 50, 100 000 $, ben, normalement, ces sommes-là étaient payées par l'assureur du copropriétaire en responsabilité civile. À partir de décembre 2018,
soit à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle mouture 1074.2, les assureurs se sont dit le mot, s'il n'y a pas une faute directe d'un copropriétaire, nous, les assureurs des copropriétaires en responsabilité civile, on ne paye plus. Parce que était payé avant, n'était plus payé. Évidemment, ça a amené des désordres dans la trésorerie des syndicats parce que c'est les syndicats qui devaient payer les montants des franchises importantes. Il y a eu un tollé de protestation jusqu'à Québec pour dire que le texte qui avait été produit par le gouvernement libéral était un texte qui était, dans le fond, loin d'être avantageux pour les syndicats de propriétaires. Et l'ex-ministre Thériault, en pleine commission parlementaire sur l'analyse du projet de loi 16, a interpellé sa collègue, la ministre responsable, en lui disant « Madame la ministre, je sais qu'on étudie le projet de loi 16, je sais qu'on ne traite pas d'assurance ce matin, c'est un matin à l'Assemblée nationale, mais sachez que beaucoup de citoyens m'ont interpellé sur un dysfonctionnement d'interprétation des assurances. » Alors, et là, la ministre responsable est venue dire, écoutez, on est conscient, cette question-là nous a été rapportée par de nombreux citoyens, on est en train d'y voir. Effectivement, la CAQ, suite aux commentaires de la ministre Laforêt, a produit le projet de loi 41, qui est venu, dans le fond, refléter l'intention du ministre de l'époque, Laitao, parce que la ministre, en pleine commission parlementaire, est venue dire, Madame la ministre, c'était pas l'intention de mon collègue de l'époque de déresponsabiliser les copropriétaires. C'est l'interprétation, c'est l'interprétation qu'en font les assureurs. Alors, l'intention du législateur n'a jamais été de déresponsabiliser les copropriétaires en ce qui a trait aux biens pour lesquels ils ont la garde, notamment les chauffe-eau, la vaisselle, etc. Donc, on est revenu, on nous a produit un texte qui fait en sorte de fermer les écoutilles et de fermer la porte au discours récurrent des assureurs en responsabilité civile des copropriétaires qui disent on ne paye pas à moins que vous puissiez prouver une faute. Alors, le chauffe-eau, il a cédé. Ce qui est triste un peu, c'est que le gouvernement du Québec, enfin, notre Assemblée nationale, envoie un signal très clair aux assureurs en responsabilité civile. C'est fini la récréation. Mais malgré tout ça, M. Sellier, on constate encore des assureurs qui nient couverture en disant le chauffe-eau, il n'y a pas de faute directe de mon assuré, donc je ne paye pas. C'est comme si certains assureurs étaient au-dessus de la loi. Donc, certains assureurs, certains maintenant se sont rangés du côté de l'esprit de la loi d'origine et se remettent à payer dans ces situations, n'est-ce pas? Bien, ils devraient, mais ils ne le font pas, M. Sellier. OK. Personne ne le fait, donc. Personne. Non. OK. Personne ne le fait. Alors, ça peut mettre à mal les finances d'un syndicat de copropriétaires qui doit assumer la franchise. Et là, on arrive à l'autre élément intéressant et important du fonds d'auto-assurance qui va devenir obligatoire, lui aussi, en 2022. Hein? Alors, le 15 avril 2022, les syndicats de copropriétaires devront commencer à constituer un fonds de prévoyance. Ils auront un fonds d'auto-assurance. Ils auront 2 ans pour qu'il soit suffisant en fonction de la franchise la plus élevée de leur contrat d'assurance, à l'exception des inondations et des tremblements de terre. Mais bien le cas, là où je vais en venir, c'est que c'est d'autant plus important d'avoir un fonds d'auto-assurance si on ne peut pas aller chercher l'indemnité de l'assureur du copropriétaire pour payer la franchise. C'est donc d'autant plus important d'avoir un fonds d'auto-assurance. Si la franchise atteint des montants de 50 000 100 000 c'est d'autant plus important, n'est-ce pas? Bien, je veux d'autant plus important parce que faut se mettre en perspective que vous êtes copropriétaire un beau samedi matin, vous avez une chute d'eau sur la tête et votre appartement est durement affecté par un dégât d'eau occasionné par votre voisin de l'étage supérieur. Bien, il faut comprendre que ces copropriétaires-là, ils ont le droit de jouissance dans leur logement. Si le syndicat n'a pas les sommes requises pour faire les travaux, ils vont bien avoir l'indemnité d'assurance du syndicat, de l'assureur du syndicat, mais s'il y a 50 000 $, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que les conseils d'administration vont retarder les travaux de réhabilitation des parties privatives. Ouais. On va avoir des gens qui vont vivre dans des appartements insalubres parce qu'il va y avoir de la moisissure qui va se développer, parce que je les ai vécus, ces dossiers-là, M. Sellier. Hein? Ce n'est pas des histoires que j'invente ce soir.
on a des gens qui ont encore aujourd'hui, parce que des assureurs en responsabilité civile se sont passés de mots en disant on ne paye pas, qui se ramassent dans des situations difficiles, précaires. Bon, maintenant, il y a une chose par contre qu'il faut dire, c'est qu'il y a des syndicats de copropriétaires qui n'attendent pas l'obligation de se constituer un fonds d'auto-assurance pour cotiser. On a plusieurs côtés québécoises qui l'ont fait parce que d'une façon ou d'une autre, ils se disent, si jamais on a une franchise à payer et on n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est une cotisation spéciale. Cotisation spéciale qui peut tomber à un mauvais moment. Alors, il y a un mauvais moment, et c'en est un mauvais moment, M. Sellier. On vit une des pires crises qu'on n'a pas vécues en 100 ans. On vit actuellement sur des apports financiers colossaux de l'État québécois et du gouvernement canadien. Et en plus, les copropriétaires qui sont, dans certains cas, fragilisés en termes d'emploi, qu'on leur lève une cotisation spéciale de 50 000 $ parce qu'une franchise, ça n'a pas de bon sens. Rappelons-nous que l'objectif législateur, qu'on parle en matière de fonds de prévoyance, en matière de fonds d'auto-assurance, c'est de lisser dans le temps des dépenses. C'est d'éviter des cotisations spéciales. Quand les gens disent, dans ces lois-là, créer une charge financière additionnelle, c'est de la démagogie. C'est pas une charge financière additionnelle. C'est de l'épargne. On met de l'argent pour faire en sorte que si nos copropriétaires sont affectés par un sinistre, qu'on ait posé une section en disant écoutez, on est dans une mauvaise conjoncture pour pas lever une cotisation spéciale, c'est le COVID, etc. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de pérenniser nos immeubles en copropriété et faire en sorte de ne jamais avoir des copropriétaires qui soient laissés orphelins suite à un sinistre. M. Leclerc, on pourrait avoir tendance à penser que la franchise, disons la franchise pour un dégât d'eau, le montant de la franchise pour un dégât d'eau serait proportionnel à la taille de la copropriété. Je m'explique. Prenons une tour de 100 condos, de 150 condos, et une franchise pour dégâts d'eau de 100 000. 150 condos, 100 000 divisé par 150, c'est jouable. Mais est-ce qu'on voit des franchises de 50 000, 100 000 pour des immeubles de 8, 16, 20 unités? Est-ce qu'on voit ça? On voit ça. Je ne vous dis pas que c'est légion. On voit ça. Et c'est ces copropriétés-là qui sont les plus affectées par les sinistres. Ouais. Certains syndicats de copropriétaires, parce que la loi, c'est une chose, mais la connaître, c'en est une autre. Certains syndicats ne savent pas, ne sont pas au courant, ne savent pas qu'il faudra créer un fonds d'auto-assurance dans 2 ans, ne le savent pas. Puis, est-ce qu'on pourrait avoir tendance à se dire, même même dans les syndicats qui le savent, bon, nous, on ne constituera pas un fonds d'auto-assurance. Nous avons 150 unités, notre franchise est de 100 000. Quand on aura un sinistre, on demandera à tout le monde de cotiser immédiatement, tout le monde va payer. Oui, ça c'est une erreur en gestion, là, parce que quand on dit que tout le monde va avoir cet argent-là à portée de la main, peut-être un nombre significatif, mais pas tous. Mais moi, M. Sellier, vous êtes sinistré. Avez-vous le goût de vous faire dire par votre conseil d'administration, M. Sellier, on va appeler une assemblée de copropriétaires d'ici 3 semaines, puis on verra faire des travaux d'ici 2 mois. L'objectif, c'est de faire des travaux immédiatement, c'est de remettre en état les gens. C'est à ça que ça sert, le fonds d'auto-assurance. On ne dépense pas à partir du fonds d'auto-assurance pour des réparations somptuaires. On s'assure que nos immeubles en copropriété, dès qu'il y a un sinistre, on a l'argent pour remettre en état les lieux. On a vu combien d'immeubles affectés par de la moisissure parce que les sinistres n'ont pas été déclarés. On a laissé l'eau dans les murs. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a des copropriétaires malades. Parce que de la moisissure derrière les murs, les gens sont intoxiqués. Ça amène des problèmes de santé chez nos copropriétaires. C'est pas du tout ça l'objectif de vivre en copropriété. Et M. Leclerc, est-ce que des copropriétaires pourraient sommer le conseil d'administration de créer le fonds d'auto-assurance advenant qu'ils ne le fassent pas? Dans l'état actuel des choses, non. Parce que la loi ne le prévoit pas, à moins que la déclaration de copropriété ait été amendée puis qu'on voit cette obligation-là. La réponse est non. Bon. Mais dans la bonne gestion, dans la bonne gouvernance d'une copropriété, à mes yeux, ça fait partie des gestes que le conseil d'administration devrait poser et pas attendre dans 2 ans. Puis encore là, dans 2 ans,
Certains disent que ça va jusqu'à 4 ans. Moi, le texte de loi n'est pas aussi clair que ça. Moi, je pense que certains vont dire oui, mais ça va devenir exigible au moment même de l'entrée en vigueur de la loi, sans en faire un débat sur les problématiques d'interprétation des mesures transitoires. Penser à vous bâtir de l'épargne, c'est comme penser pour un jeune homme ou une jeune femme de 23 ans de mettre de l'argent dans un régime d'épargne de retraite. Les gens se disent à cet âge-là, puis si je veux un exemple que je donne, ouais, mais c'est pas avant 40 ans. J'ai plus le goût de profiter de la vie que de mettre l'argent de côté pour mes vieux jours. Ben voyons donc, la vie, c'est pas ça. Puis, il faut comprendre que choisir de vivre dans un bâtiment collectif, c'est bien différent que de s'acheter une maison. Si dans une maison, vous avez une franchise significative, ben, vous êtes tout seul à souffrir le sinistre. En copropriété, on a bien souvent les propriétaires qui ne sont que des victimes d'un voisin malchanceux. OK. Mais les copropriétaires, là, une fois que le sinistre est survenu, s'il n'y a pas assez d'argent dans la trésorerie pour payer la franchise, là, les copropriétaires pourraient le reprocher aux administrateurs. Est-ce que c'est le cas? Ben là, ils vont leur reprocher quoi? Ils vont leur dire, ben, cotisez. Mais entre-temps, ben, ça va donner quoi? Ça va donner un immeuble qui va être laissé à l'abandon, faute d'argent. Et plus vous retardez les travaux, ben, plus il y a un accroissement des dommages qui ne sera pas payé par l'assureur. Oui. Il y a une auditrice qui nous dit, puis c'est pertinent, là, plusieurs propriétaires le disent, puis on le sait nous-mêmes, là, vous le vivez, Mathieu Le Camp, tous les jours, je le vois moi aussi, en tant que rédacteur en chef du magazine Condo Liaison, puis en tant qu'administrateur de copropriété moi-même, les copropriétaires disent qu'ils paient pour le laxisme des 25 dernières années. Tout arrive en même temps. C'est vrai que ça assure la pérennité du bâtiment. Là, on parle de fonds d'auto-assurance. Mais c'est une charge financière pour ces gens-là. Prenons l'exemple d'un syndicat qui a été mal administré pendant 20 ans et tout à coup, un CA arrive en poste et décide de faire les choses, décide de faire du ménage. Ça coûte cher, hein, Mathieu Le Camp. Vous en avez vu plusieurs syndicats qui vivent la situation? Ça coûte cher, puis ça a un impact significatif sur la capacité des gens de revendre leur appartement. Effectivement. Moi, j'ai mandat de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier de faire la formation pour les courtiers pour les transactions condo. Et qu'est-ce que je leur enseigne, M. Sellier? C'est de vérifier la première chose, c'est les couvertures d'assurance. On commence comme ça. Si vous avez dans une copropriété une franchise très élevée et dans une autre une franchise peu élevée, bien après les gars, c'est bien mieux d'acheter dans la copropriété qui la franchise est peu élevée parce qu'effectivement, vous protégez votre client sur des apports financiers. Maintenant, il y en a qui ont été bien malchanceux par les années passées, puis ils doivent vivre avec des franchises élevées. Mais moi, je suis acheteur d'un condo, puis je vois que le syndicat a constitué un fonds d'auto-assurance à la hauteur de la franchise, la plus haute franchise. Ben, je vais peut-être acheter en disant, ben, regardez, j'ai un conseil de gens responsables, c'est plate, qui ont eu un historique malheureux en matière d'assurance, mais ils se prennent en main. La bonne gouvernance d'une copropriété, tranquillement, va être un élément pris en considération par les acheteurs de condos et tranquillement va avoir un impact direct sur la valeur de revente des condos. Ouais. On a, tu sais, M. Sellier, vous l'avez soulevé, on est dans un monde où c'est presque un privilège d'avoir une assurance en matière de copropriété. Ouais. On est dans un monde aussi où les assureurs décident du jour au lendemain de quintupler les primes. Ils peuvent le faire. On l'a vu en Colombie-Britannique, on l'a vu à Fort McMurray. Et il y a des gens qui ont perdu leur condo parce qu'ils n'étaient pas capables de suivre les primes d'assurance. La bonne gestion, la bonne gouvernance, c'est de contrôler le risque associé d'être copropriétaire en matière d'assurance. C'est simplement ça. Alors, une autre question d'une auditrice, je vous lis ce qu'elle a écrit. Pour le condo, pour les copropriétés par phase, chaque phase a son assurance. Le commun, là, on parle de la copropriété horizontale. Quand il y en a une, elle a une assurance elle aussi. Et chaque copropriétaire a son assurance. Est-ce que les copropriétaires doivent avoir la copie de l'assurance de leur phase? Et là, je vais aller dans le Word parce que la question est disparue. On va passer à une autre. Est-ce que les copropriétaires doivent avoir la copie de l'assurance de leur phase et de la copropriété horizontale pour savoir comment s'assurer adéquatement?
Parce que ça fait beaucoup de produits d'assurance pour le même bien. Est-ce qu'on peut démêler tout ça en quelques minutes, M. Jelka? Oui, écoutez, oui, effectivement, en quelques minutes, c'est un peu compliqué, je ne vous cache pas, mais il existe une méthode en termes de façage qui s'appelle la méthode des déclarations de copropriété dites concomitantes. Ouais. Alors, c'est-à-dire que vous avez un grand syndicat de copropriétaires qui interrelie plusieurs immeubles qui, eux, individuellement, sont assujettis à leur propre déclaration de copropriété. Alors, évidemment, il faut avoir un régime d'assurance complémentaire. Alors, généralement, l'assurance du syndicat initial va assurer les parties communes qui est commune à toutes les phases, une piscine, un stationnement, etc. Théoriquement, il devrait assurer l'initial, les parties privatives qui sont les buildings. Mais compte tenu que les syndicats concomitants le font, il y a des dispositions particulières dans les déclarations de copropriété qui évitent la double assurance. Maintenant, avec l'obligation que les syndicats avaient jusqu'au 13 juin de faire la description de leurs parties privatives sans donner le fin détail juridique du comment et du pourquoi, il y a moyen d'éviter la double assurance. Mais c'est important que moi, comme copropriétaire dans un phasage, j'ai la police d'assurance du syndicat initial et de la concomitante. Moi, je veux m'assurer que si quelqu'un va à la piscine et qu'il se blesse ou il se noie, puis qu'il y a un recours en justice, parce qu'il pourrait y avoir un recours en justice contre le syndicat, que je n'ai pas à me ramasser un jour à payer des sommes astronomiques parce que les administrateurs de l'initial ont oublié d'assurer. Ouais. Et je l'ai vu, ça. Je l'ai vu. Donc, ça prend des courtiers d'assurance spécialisés en copropriété divise, en phasage, pour s'occuper de ça, parce que c'est un domaine, M. Sellier, extrêmement pointu. Un bon courtier d'assurance, moi, je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Pierre Gravel. Hein? Je ne suis pas là ici pour faire la publicité pour un courtier ou pour un autre. De Dale Parizeau, soit dit en passant. De Lucie Dale Parizeau. Bon. Pierre Gravel, c'est un des courtiers qui prend le temps de lire les déclarations de copropriété l'une après l'autre, les analyser et de s'assurer que le produit d'assurance, M. Sellier, soit adéquat. Bon, il y a d'autres personnes de qualité. Là. Je ne suis pas ici pour valoriser, mais dites-vous une chose. Quand vous retenez les services d'un courtier d'assurance, retenez surtout pas un vendeur d'assurance, mais un conseiller en assurance. Donc, ça, c'est important de bien distinguer l'un de l'autre. Puis là, comme je vous dis, je parle de M. Gravel parce que c'est un des pionniers dans le domaine. C'est quelqu'un qui a formé des collègues, dont certains sont partis chez d'autres courtiers, mais pour qui, dans le domaine de l'industrie, tout le monde a une reconnaissance exceptionnelle dans ce monsieur-là. M. Gravel est encore quelqu'un d'actif malgré son âge respectable. Ben, dans le choix de votre courtier, là, trouvez donc un monsieur Gravel, quelqu'un qui effectivement, là, on a la photo de Pierre Gravel ici, quelqu'un là qui a à cœur ses clients. Moi, j'ai vu des courtiers d'assurance qui vendaient de l'assurance. J'ai vu également des assureurs et des agents d'assurance qui offraient un produit inadéquat. L'assurance condo, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il faut se faire accompagner et arrêter de dire on va magasiner des assurances. C'est pas un prix qu'on magasine pas. On magasine pas un prix, là. On magasine un produit de qualité. Bien, c'est sûr. Tu sais, moi, M. Sellier, je les ai vécus. J'ai été impliqué dans les plus gros sinistres en copropriété au Québec, dont notamment celui du Faubourg-Boisbriand. C'est une des plus grosses pertes. Je peux vous dire que la qualité du produit distingue la situation. J'en ai vécu, j'ai vécu des bâtiments qui ont été rasés par le feu. J'ai vécu des immeubles mal assurés, avec des copropriétaires qui n'avaient pas les bons produits d'assurance aussi. Ça peut devenir un cauchemar. Et la mesure législative que Québec a passée par 141, les règlements, vise justement à responsabiliser l'industrie de l'assurance, mais également les copropriétaires, à avoir des produits d'assurance adéquats. Et les copropriétaires, là, je vous le dis là, ce soir, prenez pas pour acquis que tout est couvert. Rappelez-vous que vous devez assurer les améliorations. Rappelez-vous que vous devez avoir une assurance responsabilité civile conforme à la loi bientôt, mais conforme à votre déclaration de coûté. Rappelez-vous que vos biens meubles ne sont pas couverts
Et rappelez-vous aussi que si vous louez votre logement, votre produit d'assurance devra être également conforme. Justement, là-dessus, M. Leclerc, le copropriétaire bailleur, qui normalement doit détenir une assurance du copropriétaire, devrait exiger que son locataire soit assuré. Sinon, un sinistre causé par le locataire, ça pourrait devenir compliqué, non? Ben oui, ça peut devenir compliqué. Puis effectivement, exiger, si vous louez vos logements, que votre locataire ait une assurance responsabilité civile, parce que vous n'avez pas de contrôle sur le locataire. Puis il est même de son intérêt au locataire d'avoir une assurance responsabilité, parce qu'un locataire qui occasionne des dommages dans l'immeuble, mention notamment baignoire qui déborde, lui, il n'a pas le bénéfice du copropriétaire qui ne peut pas être poursuivi par l'assureur du syndicat. Je fais déborder ma baignoire, ça fait 50 000 $ de dommages dans l'immeuble. La loi fait en sorte que l'assureur du syndicat n'a pas de recours subrogatoire contre moi. Et la raison est très simple, parce que je paye déjà une partie de la prime d'assurance. Je ne suis pas pour payer une prime d'assurance pour me faire poursuivre par la suite par mon assureur. Ouais. Ça, c'est le principe. Un peu comme dans une maison unifamiliale, je suis le conjoint de madame, madame est propriétaire de la maison, je mets le feu accidentellement dans la maison, je fais partie de la maison de l'assuré et l'assureur de ma conjointe n'a pas de recours subrogatoire contre moi. Ouais, alors, Le locataire, M. Cellier, n'a pas cette protection-là. Si le locataire met le feu au bâtiment ou occasionne des dommages et que l'assureur du syndicat paye, je ne sais pas, 500 000 $ tout au sinistre, bien, l'assureur du syndicat a un recours contre le locataire. OK. Puis là, ce qui est triste au Québec, le gouvernement du Québec nous a malheureusement pas trop écouté là-dessus, c'est que contrairement à la France, il n'y a aucune obligation prévue par la loi pour le locataire de s'assurer. Alors, donc, c'est au copropriétaire locataire d'être discipliné, puis de protéger également ses propres locataires sur les conséquences de sinistres générés par ces derniers. Ouais. Il y a une autre question d'une auditrice, d'ailleurs, un autre commentaire qui nous provient d'une auditrice. Elle dit, ouais, quand on fait du rattrapage dans une copropriété qui a mal été administrée pendant 20 ans, ça coûte cher, puis on ne se fait pas aimer. Alors, je compatis avec vous, chère madame, parce que en tant qu'administrateur de copropriété, moi-même, je peux vous dire que des fois, on ne se fait pas aimer parce qu'on prend des décisions impopulaires, mais normalement, les gens sont raisonnables, les majeurs et vaccinés, comme dirait l'autre, et ils se rangent derrière le gros bon sens, sauf exception, évidemment. Mais effectivement, les administrateurs ont une tâche ingrate. Je l'ai dit dans une émission précédente, je le redis. C'est pas toujours facile. Ce sont les administrateurs qui reçoivent les fleurs, mais aussi les pots, il faut le dire. Alors, une autre question. La loi, c'est bien beau, on en parlait, M. Leclerc, juste avant de commencer la web radio. Mais qui se charge de veiller à ce qu'elle soit appliquée en copropriété? Il n'y a pas de police, il n'y a pas de Sûreté du Québec, la police de Montréal ne viendra pas voir si vous avez bien assuré votre immeuble. En fait, la loi la plus puissante actuellement, c'est la loi du marché. Qu'est-ce que c'est cette loi du marché? C'est-à-dire un acheteur vigilant va scruter avant l'achat l'état en termes de gestion de la copropriété. Alors, il est à prévoir, M. Cellier, que des condos, là, certains condos seront plus vendables dans quelques années sur le marché en raison du déficit dans la gestion, l'accumulation d'un fonds de croyance insuffisant. Ça va nous amener dans des immeubles avec un retard accumulé tellement grand que les gens s'en sortiront pas. Vous savez, M. Cellier, j'ai écrit un ouvrage avec Maître Olivier Brand, un grand avocat spécialiste à Paris, et syndic judiciaire de Bruxelles, Jean-Pierre Lanois, sur les copropriétés en difficulté. D'ailleurs, vous avez été encore là sollicité sur la vulgarisation à quelques moments sur cet ouvrage-là. Mais on a décrit la faillite de la copropriété. Sachez qu'on peut faire faillite avec sa copropriété si on n'est pas capable d'avoir de la rigueur. Puis l'inconvénient, M. Cellier, de la copropriété, c'est que, voilà l'ouvrage, l'ouvrage qui a fait l'objet de grandes conférences à Paris et à Bruxelles. J'ai participé à des conférences là-dessus, primées par
par les médias français et belges comme ouvrage de référence. Les gens ne comprennent pas que de bons administrateurs, ce sont des gens qui sont là pour sauvegarder l'intérêt collectif, mais l'intérêt individuel des copropriétaires et la valeur intrinsèque de leur appartement. Vous savez, c'est difficile d'être administrateur. Puis moi, je lève mon chapeau à ceux qui le font au Québec. Là, on a des milliers de syndicats de copropriétaires. C'est parfois ingrat de dire à un voisin, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire telle chose, ainsi de suite. Alors que le soir, comme tout être humain, l'administrateur, c'est quelqu'un qui a le droit à sa propre paix intérieure, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le goût de s'expliquer sur des gestes qu'ils ont faits. C'est pas facile, mais pour ceux qui s'investissent adéquatement, j'invite les copropriétaires à lever leur chapeau à l'égard de ces milliers d'hommes et de femmes qui, au Québec, font ce job-là. Font ce travail, effectivement, bénévolement pour la plupart. Quoique, on entend dire, en fait, je crois comprendre que certains administrateurs sont rémunérés selon la formule jeton de présence, c'est-à-dire que les administrateurs peuvent, à chaque réunion du CA, sont rémunérés un montant selon un montant forfaitaire qui varie. Donc, je crois que, êtes-vous d'accord, M. Delca, pour dire que les administrateurs devraient demander une rémunération pour le travail qu'ils font, qui est souvent ingrat. Est-ce qu'ils méritent d'avoir cette rémunération, selon vous? Bien, tout dépend du degré d'implication qu'ont les administrateurs. Vous savez, M. Sellier, j'ai créé des formations de fonds pour les administrateurs de copropriété, notamment un cours sur les assurances qui malheureusement a été suspendu en raison de la COVID-19, mais qui va reprendre dès que nos problématiques de confinement vont être réglées. Moi, j'œuvre dans un cabinet, M. Sellier, qui a des places d'affaires à travers la province de Québec, là, de Québec, Sherbrooke, Laval, Brossard. Donc, on a des places d'affaires pour accueillir dans les mois qui viennent là, des gens, des formations qui vont reprendre, notamment celles sur l'assurance, formation d'une journée. Bien, ces gens-là qui s'investissent, là, qui mettent du temps, bien, moi, je pense qu'effectivement, une rétribution, c'est un geste qui est très symbolique. Ça relève de la reconnaissance des copropriétaires pour l'engagement de ces gens-là. Ça ne compensera jamais, mais jamais, économiquement, le temps que ces gens-là mettent bénévolement. Parce que vous savez, être administrateur de copropriété, M. Sellier, vous le savez, vous l'êtes, c'est des centaines d'heures, c'est de vivre le soir en se couchant à se dire, ah oui, mais il y a telle dépense, comment les copropriétaires vont la vivre. Donc, on a une problématique d'assurance cette année, on ne veut pas renouveler. Je dois dire à mon voisin de me remettre sa police d'assurance comme copropriétaire, il ne me l'a pas remis. Il m'a dit oui, mais il ne me donne pas. Je suis obligé de relancer. J'ai peut-être pas le goût, moi, comme administrateur, d'interpeller mon voisin quand je suis dans une copropriété de 6 logements pour le rappeler à l'ordre. Parfois, on a également des conseils d'administration qui ont la chance de se faire accompagner par des gestionnaires de qualité qui allègent leurs tâches. Alors, encore là, les gestionnaires de copropriété, il faut qu'ils sachent tout ça, ces règles en matière d'assurance. Un bon gestionnaire de copropriété, puis ça, c'est un message que je veux passer ce soir, c'est une société qui va avoir développé une fine expertise dans l'assurance, qui va pouvoir adéquatement accompagner le conseil d'administration dans cette démarche, en amont, en souscription d'assurance, en aval lors du sinistre, puis également être en mesure d'avoir une copie de toutes les polices d'assurance des copropriétaires, parce qu'advenant qu'il y a un sinistre, lorsqu'on a toutes les pièces du puzzle entre nos mains, le règlement de sinistre se fait plus rapidement. Effectivement, on évite les retards en indemnisation, les retards en travaux. On sait que quand un sinistre survient, tout le monde veut que ça se règle rapidement. Hein? Et là, la pression est sur les administrateurs, encore une fois, qui doivent gérer tout ça et le faire d'une main de maître. Donc, justement, on sort un peu du cadre de l'assurance, mais la gestion de sinistre, ça se prépare à mettre du camp. Oui, ça se prépare parce que le Code civil prévoit tout un mécanisme autour. D'ailleurs, on a une fiche pratique sur le site Conlo Légal, on parle de la gestion des sinistres.
Mais c'est pas une mince tâche parce que c'est drôle, la gestion de sinistre arrive toujours au mauvais moment. C'est le 24 décembre, là, que ça, tuyau qui brise, tuyau qui a gelé dans un mur en plein mois de janvier. Et là, évidemment, c'est le branle-bas de combat. Et lorsque c'est une copropriété qui est en autogestion, Ouais. à quelle porte cogne-t-on? Ben, celle de M. Sellier, qui est administrateur, Voilà. ou celle de Denis ou de Janine ou de Voilà. Walter. Et ça peut même devenir du harcèlement parce qu'une auditrice nous dit justement, parfois c'est quasiment du harcèlement, on nous prend pour des concierges. Alors là, les propriétaires ne sont pas toujours enclins à vouloir respecter, par exemple, le règlement d'immeuble, par exemple. Je ne dis pas que tout le monde ne le respecte pas. Mais Ben, lorsqu'il y a un sinistre, et là, il faut que ça bouge vite, là. oui, ça bouge. Moi, M. Sellier, vous le savez, je me suis investi, j'ai œuvré dans la vulgarisation du droit de la copropriété. On a un site qui s'appelle Condo Légal, il y a des fiches de vulgarisation. Éduquez vos copropriétaires. C'est un site qui est, c'est en passant, qui est bilingue. Je peux vous dire que c'est le site de référence au Québec en matière de copropriété. C'est peut-être bon, à un moment donné, de leur envoyer quelques fiches pour leur expliquer le modus operandi. Ce site qui regorge d'informations. Vous avez un glossaire qui comprend plus de 1000 définitions en matière de copropriété. Et toutes ces définitions-là sont attachées avec des fiches pratiques. Il y a de quoi pour régler toutes les prochaines insomnies des administrateurs, au moins pour les 30 prochaines années. C'est à 3 heures du matin. Parce que sachez que c'est à 3 heures, 4 heures la nuit que j'écris ça. L'effort, là, c'est pas dans mes heures œuvrées comme avocat, c'est un effort. Puis, pensez à tous ceux, les auteurs en droit de la copropriété, qui ont pris le temps de vulgariser le droit de la copropriété. Pensez également au regroupement des gestionnaires et recruteurs du Québec, qui est l'organisme dont je suis un des membres fondateurs, qui a vulgarisé à travers la province de Québec la copropriété, pas juste en droit, mais en gestion, en assurance. On a actuellement sur le conseil d'administration du RGSQ de Montréal, Vincent Gaudreau, qui est un des grands courtiers d'assurance. Moi, quand j'ai des copropriétés, ils ont de la misère à se trouver. M. Gaudreau est toujours là pour lever la main en disant on va leur aider le problème. Donc, tous ces acteurs-là font en sorte que la copropriété québécoise se vit mieux ou se vit moins mal et elle se pérennise. Et je pense qu'on a parlé d'un sujet d'assurance ce soir qui est très complexe, mais il faut amener nos copropriétaires à comprendre pourquoi on essaie d'avoir une copie des polices d'assurance, puis on est là pour les protéger contre eux autres mêmes. Oui, effectivement. Il nous reste 2 minutes, là. 2 minutes, Maître Jolicoeur, on va essayer de les mettre à profit au maximum. Est-ce que, dans une perspective à moyen et long terme, vous êtes d'avis que la copropriété divise, qui vit des moments très difficiles depuis plusieurs années, pour plusieurs syndicats de copropriétaires, va s'en sortir et qu'on va assainir tout ça pour en arriver à un cadre harmonieux et convivial entre copropriétaires, entre administrateurs et copropriétaires, et que la copropriété s'en va dans le bon sens? Ben, on sait que la ministre Laforêt a fait un travail assez exceptionnel avec le projet de 16. On sait que Mme Thériault, que sa prédécesseur aussi, avait créé l'amorce, mais ce sont des mesures législatives qui sont malheureusement timides encore. La notion de carnet d'entretien n'est pas obligatoire. Les études de fonds de croyance ne sont pas obligatoires. Et si on veut gérer les risques en copropriété, ben, il ne faut pas attendre que ces mesures législatives soient obligatoires pour les mettre en œuvre immédiatement. Il faut avoir nos carnets d'entretien dans nos immeubles. Il faut gérer les risques en amont. Parce que je peux vous dire une chose ce soir, M. Sellier. Moi, je suis confiant que nos milliers d'administrateurs, la main sur le cœur, vont faire la différence. Mais on a un marché de l'assurance qui se dégrade. Moi, je vois actuellement des cas d'immeubles non assurés. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces syndicats orphelins d'assurance? Je pense que Québec va devoir réfléchir sur un régime d'assurance étatisé en matière de copropriété, faute d'avoir l'intérêt des assureurs qui, eux autres, se disent, à juste titre, pourquoi j'irai assurer de la copropriété alors que les syndicats ne savent pas s'administrer? Ouais. Pourquoi je leur ferais des réductions de primes d'assurance puis je réduirais leur franchise alors qu'ils n'ont pas, dans le fond, de discipline dans la gestion courante de leur immeuble?
M. Jolicoeur, c'est une excellente conclusion et le timing est excellent, il est 20 heures. Vous avez le sens du timing, bravo. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. C'est fort intéressant. Je vous rappelle que mon invité cette semaine était Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la copropriété, avocat émérite. Ce n'est pas la première fois qu'il vient à l'émission. C'est un habitué. C'est un habitué de longue date. Et il reviendra lors d'émissions ultérieures, de web radio ultérieures. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on revient. Même heure, même poste, 19h en direct sur la page Facebook de condolégal.com pour une autre web radio sur la copropriété divise. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Céline. Bonne soirée à tous. Merci, M. Jolicoeur. Au revoir. Merci à nos auditeurs.